Dans l'épisode précédent, nous avons donc assisté à la mort de Clovis en 511. La décennie qui suit sa mort est la période la moins bien documentée de toute l'histoire mérovingienne. Jusqu'au milieu des années 520, les textes produits en Gaule franque sont rares, à l'exception de la vie de Sainte Geneviève, un texte assez pauvre en matière événementielle. Grégoire de Tours reste, lui, très silencieux sur cette période, qu'il semble assez mal connaître. Il ne rapporte que les actions du roi franc de l'Est, Thierry Ier, rapidement secondé par son fils Théodebert Ier. Plus à l'ouest, les trois frères cadets vivent peut-être sous la tutelle commune de leur mère, Clotilde, qui aurait été, dans ce cas, la première reine mérovingienne à assurer une régence. Pour preuve, en 519, on sait qu'elle donne le siège épiscopal de Tours à 2 hommes en même temps, au mépris des règles de l'Église, mais en remerciement d'une fidélité personnelle. Alors, comment les Francs vont-ils poursuivre l'expansion du royaume de Clovis sous le règne de ses fils? Allez, par ici la visite. Dans les années 510, les Mérovingiens font la paix avec les Wisigoths. Clotilde II, fille de Clovis et Clotilde, est offerte en mariage au roi wisigoth Amalaric. Comme les Wisigoths vivent sous la tutelle de Théodoric le Grand, on doit en déduire que les Ostrogoths ont donné leur accord pour ce mariage. Les accords d'alliance avec les Burgondes, passés par Clovis en 500-501, sont maintenus, y compris au moment où Sigismond hérite du pouvoir de son père Gondebaud. Catholique, Sigismond envoie de nombreuses lettres à Constantinople pour se voir confirmer le titre de Magister Militum. Au même moment, aucun des fils de Clovis n'est reconnu par la moindre dignité romaine donnée par Byzance. Le pape semble presque totalement ignorer les Mérovingiens, alors qu'il a des relations suivies avec les rois ostrogoths et burgondes. Sur le littoral de la mer du Nord, une flotte de Danois se risque à mener un raid dans une zone tenue par Thierry Ier. Ils sont rapidement massacrés et la mort de leur roi, Cloquilaïc, inspirera sans doute le personnage d'Hygelac dans la littérature anglo-saxonne du 8e siècle. Thierry Ier semble le seul à mener une politique ambitieuse. Il noue un réseau d'alliances matrimoniales pour étendre son influence et se protéger. Il épouse une fille du Burgonde Sigismond et donne l'une de ses propres filles comme épouse au roi des Varnes. Son fils, Théodebert Ier, est fiancé à une princesse lombarde. Autour de 520, une crise interne au royaume burgonde permet aux Francs de reprendre l'initiative. Les raisons de cette crise sont diverses. D'abord, première raison, Sigismond, converti au catholicisme, persécute les Ariens, ce qui le coupe d'une partie de son aristocratie. Deuxième raison, il met à mort son propre fils Sigéric, né de son mariage avec la fille de Théodoric le Grand, pour des raisons imprécises. Il perd alors le soutien des Ostrogoths. Troisième et dernière raison, Sigismond affiche également sa faveur envers l'un de ses officiers, accusé d'avoir contracté une union illicite aux yeux du droit de l'Église, ce qui le brouille avec une bonne partie des évêques rhodaniens. Clodomir, Childebert et Clotaire décident de tirer profit des difficultés de Sigismond et attaquent son royaume. Thierry Ier, quant à lui, reste neutre. Il a conclu une paix séparée avec son beau-père Sigismond. En 523, les armées de Clodomir, Childebert et Clotaire Ier réussissent facilement à vaincre le roi des Burgondes. Trahi par ses grands, Sigismond, sa seconde épouse et ses enfants sont livrés à Clodomir qui les exécute. Le frère de Sigismond, Godomar ou Gondomar III, se déclare alors roi des Burgondes et va animer la résistance contre les Francs. Il rallie de nombreux soutiens car il est plus tolérant à l'égard des Ariens. Le royaume burgonde entier se soulève. En 524, il affronte une nouvelle invasion franque. Cette fois, Thierry Ier a accepté d'y participer. Cette expédition s'enfonce trop loin jusqu'à la vallée de l'Isère. Les Burgondes l'emportent à la bataille de Vézeron et Clodomir y laisse la vie.
Il faudra attendre 532-534, 10 ans plus tard, pour que l'alliance entre Childebert, Clotaire et Théodebert parvienne à mettre en fuite Gondomar et à se partager son royaume. La disparition de Clodomir pose un problème dynastique aux Mérovingiens. Que va-t-il advenir du royaume du défunt ? Clotaire Ier prend les devants en épousant la veuve de Clodomir, Gondioque, et en confiant la garde de ses 3 jeunes neveux à sa mère Clotilde. Par la suite, Childebert Ier et Clotaire Ier organisent l'élimination des enfants. Les 2 aînés, Théodoald et Guntarius, sont assassinés, tandis que le 3e, Clodoald, le futur Saint-Cloud, est autorisé à vivre après avoir reçu la tonsure. Childebert et Clotaire se partagent le royaume de Clodomir. Grégoire de Tours, amateur d'anecdotes, raconte que la reine Clotilde aurait été consultée sur ce qu'allaient devenir ses petits-fils. Elle aurait dit qu'elle préférait les voir morts que tondus. L'élimination des fils de Clodomir, en tout cas, visait surtout à interdire à Clotilde tout espoir de se maintenir au pouvoir. Elle vécut dès lors dans une semi-retraite à Tours. Théodoric protégeait le royaume allié des Visigoths contre les ambitions des Francs. Sa mort en 526 redistribue les cartes. Sa fille Amalazonte devient régente du royaume au nom de son jeune fils Athalaric. Bien que nièce de Clovis, elle ne cherche pas à renouer une alliance avec ses cousins francs. Les Francs profitent de la situation pour rabattre les anciens protégés de Théodoric le Grand. En 531, Childebert Ier lance une expédition contre le roi wisigoth Amalaric. Les Francs affirment qu'il malmène son épouse, la Franque Clotilde II. Amalaric est tué et Childebert Ier ramène d'Espagne un énorme trésor issu du pillage. Même si les Francs n'en profitent pas pour annexer son territoire, la mort d'Amalaric marque le début d'une longue période de crise de succession chez les Visigoths, ce qui contribue à affaiblir durablement leur royaume. En 533, les 3 fils de Clovis se concertent pour achever la conquête du pays burgonde. Craignant de voir disparaître cet état tampon entre les Francs et son royaume d'Italie, la reine Amalazonte restitue des terres provençales à Godomar III et envoie une armée pour défendre sa frontière contre toute menace d'incursion franque. Les Burgondes sont battus en quelques mois. En 534, leur dernier roi, Godomar III, disparaît dans la débâcle. Les rois francs se partagent son royaume. La mort de Thierry Ier en 533 a été anticipée par ce dernier. Son fils Théodebert Ier, déjà adulte et auréolé d'une gloire militaire personnelle, a été associé au pouvoir par Thierry Ier de son vivant. Le roi Thierry a fait éliminer Mundéric et Sigivald, 2 Mérovingiens qui l'ont servi, mais auraient pu réclamer en tant que parents éloignés le trône lors de la succession. Malgré tout, en 533, les oncles de Théodebert, Childebert Ier et Clotaire Ier, tentent de s'emparer du royaume de Thierry Ier, comme ils l'avaient fait de celui de Clodomir. Théodebert Ier réussit à rallier une majorité de leudes en achetant leur fidélité. Un accord est finalement trouvé. Childebert Ier, qui n'a pas d'enfant, accepte de reconnaître son neveu Théodebert Ier comme son héritier. Cette alliance fait finalement renoncer Clotaire au trône de l'Est. Les 2 frères mènent ensuite un raid ensemble contre l'Espagne visigothique et vont même jusqu'à assiéger Saragosse. Pendant ce temps-là, en Méditerranée, la reconquête justinienne est à l'œuvre. En 533, le royaume des Vandales s'écroule et l'Afrique du Nord passe sous le contrôle des Byzantins. En 535, les troupes impériales débarquent en Sicile et s'attaquent à l'Italie ostrogothique. Les Ostrogoths vont résister pendant 20 ans. En 535, la reine Amalazonte est assassinée par l'homme qu'elle avait associé au trône, son cousin Théodat. Comme elle était l'alliée de Byzance, Justinien utilise le prétexte fourni par sa mort pour envoyer ses armées en Italie. Oui, mais comme Amalazonte était aussi une parente des Mérovingiens, ceux-ci peuvent exploiter ce prétexte pour lancer une guerre contre les Ostrogoths. Pour éviter de se retrouver entre 2 feux,
Théodat négocie. Il accepte de céder au roi franc ses possessions en Provence. Son successeur, Vitigès, cède la Provence en 537 à Childebert et Théodebert. Les Francs obtiennent ainsi les ports qu'ils convoitent depuis déjà un bon demi-siècle. Les rois francs font ensuite confirmer cette cession par Justinien, puis viennent prendre possession du nouveau territoire. Ils vont se montrer dans toutes les villes du bord de mer, et en particulier à Marseille. Théodebert organise d'ailleurs des courses à l'antique dans le grand amphithéâtre d'Arles. Enhardi par ce premier succès, Théodebert Ier envoie ensuite ses armées en Italie. Pourquoi ce retournement d'attitude ? Eh bien, sûrement à cause de Byzance. Dans une lettre datée des environs de 538, Théodebert promet à Justinien d'envoyer 3000 hommes au secours du patrice Bergantinus qui a pris la tête de la résistance des Romains de Ligurie contre les Ostrogoths. Peu de temps après, en 539, Théodebert Ier conduit une expédition militaire importante en Ligurie et en Émilie. Les lettres qu'il échange avec les Byzantins se mettent à évoquer une amitié au nom de l'adhésion à la foi catholique. Les Byzantins prennent conscience de l'efficacité des armées franques et de la menace qu'elles se mettent à représenter. Au même moment, les armées byzantines piétinent en Italie centrale. Après avoir tenté de contrôler les fronts de l'Est par des ambassades et des tribus, l'Empire byzantin commence à changer d'attitude et à manifester son hostilité à un roi franc qui devient assez encombrant. Théodebert Ier réplique en faisant frapper des monnaies d'or à son nom. Il usurpe par là un pouvoir impérial. Ce geste sera connu à Byzance et provoquera la colère de Procope, autant dire la colère de Justinien et de son entourage. Le très faible nombre de ces pièces, des solidi, qui ont été retrouvées, suggère qu'il ne s'agissait que d'une frappe de prestige. Elle n'en reste pas moins une provocation. Théodebert Ier meurt en 548, tué par un bison au cours d'une partie de chasse. La mort de Théodebert Ier crée une situation inédite. Son fils, Théodebald, est très jeune et de santé fragile. De plus, il est né d'une union peu prestigieuse avec une dame gallo-romaine appelée Déotéria. Pour la première fois, on a donc un souverain mérovingien qui n'est pas totalement franc et pas du tout un guerrier. Tout laisse à penser qu'il est passé sous le contrôle d'un groupe de leudes dirigé peut-être par un certain Condat. Comme Théodebald ne peut pas quitter le palais, ce sont des chefs militaires qui mènent les troupes au combat. Chef de guerre, c'est dux en latin. C'est la probable origine du titre de duc. Ce sont d'abord des chefs d'armée avant de recevoir l'autorité sur un territoire, les marches militaires. Une expédition militaire est lancée contre l'Italie en 554, officiellement pour venir en aide aux Ostrogoths contre les Byzantins, mais surtout pour voir quel butin on peut encore tirer de la région. Cette expédition est commandée par les ducs alamans Bucélin et Letaris, deux chefs donc qui ne sont pas francs. C'est le premier exemple d'une utilisation des ducs comme instrument de la politique étrangère chez les Mérovingiens. En face, c'est pareil. Les armées sont composées de mercenaires et l'empereur byzantin ne conduit pas du tout les troupes au combat. Partis de Padoue, les armées de Bucélin et Letaris parviennent à s'avancer jusqu'en Calabre et peut-être même à passer en Sicile. Après un an de pillage, le retour s'accompagne d'une épidémie. Bucélin est tué dans une bataille par le général byzantin Narcès, Letaris, quant à lui, meurt en Vénétie de maladie. En 555, Théodebald meurt sans descendant. Et c'est donc finalement Clotaire Ier qui devient l'unique héritier de son royaume. Il garde comme conseillers les proches de Théodebald pour se les attacher, en particulier Condat, et décide d'épouser sa veuve, Vuldetrade. Il y a eu, malgré tout, des révoltes en Thuringe et en Saxe contre ce changement de pouvoir. À partir de 555, Clotaire Ier mène une longue guerre en Saxe. Il cherche ensuite une solution négociée.
Il établit le principe que les Saxons constituent un peuple tributaire, mais non intégré au monde franc. L'Auvergne est plus vitale pour le royaume de Clotaire Ier. C'est une région riche dont il faut consolider la possession. Clotaire Ier y envoie donc son fils Cramne avec le titre de vice-roi pour matérialiser la présence de sa dynastie en Auvergne. Et c'est un désastre. Cramne en profite pour prendre son indépendance et, espérant constituer un front commun contre son père, se rapproche de son oncle Childebert Ier. Cramne profite du fait que son père bataille en Saxe pour agrandir son territoire, en s'emparant de Poitiers, Tours, Limoges et Châlons. Childebert Ier occupe temporairement Reims, prétextant d'une rumeur selon laquelle Clotaire Ier serait mort en Saxe. Menacé sur plusieurs fronts, Clotaire choisit de renoncer à l'Italie. Selon la chronique de Marius d'Avranches, une armée franque avait réussi en 556 à récupérer l'essentiel des territoires italiens conquis par Théodebert Ier. Mais les généraux byzantins contre-attaquent rapidement et récupèrent ces territoires. Clotaire Ier choisit donc d'abandonner l'Italie, trop coûteuse à défendre. Impossible pour Clotaire, toutefois, d'abandonner aux Byzantins les cols des Alpes. Il décide, pour les sécuriser, de se séparer de son épouse, Vuldetrade, sous la pression de ses évêques, et de la remarier à un certain Garivald, chef installé au débouché des Alpes, qui deviendra le premier duc de Bavière. Lorsque Childebert Ier meurt en 558, Clotaire Ier hérite du royaume de son frère. Le trésor du royaume lui revient et il éloigne la veuve et les filles du défunt. Cramne, ayant perdu ses alliés et se retrouvant dans une situation intenable, demande finalement la clémence de son père, puis le trahit pour s'enfuir chez les Bretons en Armorique. Lorsqu'il se risque à revenir pour mener campagne contre son père en 560, il est facilement battu par Clotaire Ier, qui décide de se débarrasser de ce fils ingérable en le faisant brûler dans une cabane avec sa femme et ses enfants. Le nom de Cramne ne sera plus jamais attribué à un mérovingien, ainsi d'ailleurs que celui de Clodomir. Les traîtres et les vaincus n'ont pas leur place au sein de la dynastie chez les Francs. Clotaire Ier meurt en 561 des suites d'une fièvre attrapée à l'issue d'une partie de chasse. Clotaire a eu beaucoup d'enfants de ses différents mariages et concubinages. Peut-être ne sait-il pas lui-même combien. À sa mort, demeurent plusieurs fils reconnus. Charibert Ier, Sigebert Ier et Gontran, tous nés de la reine Ingonde, et Chilpéric Ier, né quant à lui d'Arnégonde. Ces 4 fils assistent ensemble à l'enterrement de leur père, ce qui n'empêche pas Chilpéric d'utiliser une partie du trésor royal pour convaincre certains leudes de lui confier l'ancien royaume de Childebert Ier. La tentative échouera finalement. Sigebert Ier reçoit le royaume de l'Est, théoriquement celui de Thierry Ier, mais qui ressemble plus à présent à celui de Théodebert Ier. Gontran obtient le royaume de Clodomir, enrichi de l'essentiel de l'ancienne Burgondie. Charibert Ier hérite de l'ancien royaume de Childebert Ier, prospère mais presque dépourvu de frontières extérieures. Leur demi-frère, Chilpéric, doit se contenter du royaume qui avait été celui de Clotaire Ier en 511, un lot nettement inférieur à celui de ses frères. Chaque roi reçoit en plus un lot de cités dans le sud des Gaules, avec, une fois encore, un déséquilibre assez net en faveur des 3 aînés. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles pages de l'histoire mérovingienne.